Alors, bienvenue à tous pour la résolution du problème posé il y a 2 jours sur la modélisation. Donc, le sujet, vous devez l'avoir vu dans la vidéo précédente, je ne le rappelle pas. Alors, première possibilité, alors je l'avais dit dans l'intitulé, il peut y avoir de la fonction exponentielle, donc on va essayer de trouver à l'aide d'une fonction exponentielle. Quand je dis une fonction exponentielle, c'est une fonction qui utilisera la fonction exponentielle dans son expression, une solution à notre problème. Alors, première chose, c'est se dire la courbe que vous avez vue, qui était une courbe qui ressemblait à peu près à ça, vous vous êtes dit je dois passer par mes premiers points, ça peut ressembler à la charge d'un condensateur. Et du coup, se dire, tiens, je vais prendre les expressions de mes charges du condensateur, ce que vous avez pu voir en physique, et se dire, tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne. Autre possibilité, c'est remarquer que c'est le genre de courbe que vous obteniez dans les équations différentielles que vous aviez en terminale, de la forme y' égale à y plus b. Les formules des fonctions que vous obteniez comme réponse avaient parfois cette forme-là. Donc l'idée, ça va être de prendre une fonction qui va être une solution d'une équation différentielle de la forme y' égale à y plus b. Alors là, je l'ai un peu modifié d'une manière particulière. Donc là, je vous propose f de t qui vaut c exponentielle moins a exponentielle moins bt. Alors il y a plein de choses à dire. Premièrement, a, b et c sont des réels positifs. J'ai mis C en premier, puis A, puis B, j'aurais très bien pu changer, ça change rien au modèle, ça change les valeurs de A, de B et de C, mais ça ne change pas la formule de la fonction qu'on obtient à la fin. Deuxièmement, j'ai mis des signes moins, ici et ici, juste pour m'assurer de la positivité des valeurs A, B et C. Alors, on pourrait très bien faire toute une séance sur comment trouver cette formule, c'est-à-dire utiliser les expressions, les fonctions de référence, les transformations géométriques de base, ce que vous allez faire en début de première année de prépa. Et donc, ça va donner tout son sens à ce chapitre, c'est-à-dire vous allez voir les différentes transformations géométriques que l'on peut effectuer sur une courbe. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si à la place d'avoir exponentielle t, j'ai utilisé exponentielle moins t, et ainsi de suite. Multiplier par un nombre, ajouter un nombre, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe sur les différentes courbes? Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment obtenir et cette expression-là et l'autre expression qu'on va obtenir dans le deuxième modèle. Donc, je vous dis, si vous reprenez ça, vous retombez exactement sur le genre des solutions des équations différentielles avec du k exponentiel ax et plus une solution particulière, constante, et donc c'est exactement ce qu'on a. Donc là, je ne l'ai pas remis sous cette forme-là directement, mais vous avez une même expression. L'idée maintenant, ça va être de se dire, j'ai mes contraintes, comment faire pour trouver les valeurs de ABC? Alors je sais que j'ai une triple contrainte. J'ai f de 0 qui vaut 100, qui va valoir donc c moins a exponentielle moins 0t. Alors j'écris moins 0t pour l'instant. Je sais que f de 3 va faire 120, c'est-à-dire c moins a exponentielle moins 3t, et que f de 6, ça fait 130, c'est-à-dire c moins a exponentielle moins 6t. Donc j'obtiens le système 100 égale c, c moins a exponentielle moins 0t, pardon, ce qui évidemment va faire aussi c moins a tout simplement, parce que exponentielle moins 0t, 0t qui va faire 0, exponentielle 0 qui fait 1, et a fois 1, ce qui va faire a. Les autres expressions restent les mêmes, et donc on a ce système. L'idée, c'est qu'on a 3 contraintes, 3 paramètres A, B, C, et avec un petit peu de chance, on va trouver une seule solution pour A, B et C. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qu'on peut imaginer avoir. Si on a plusieurs solutions, plusieurs triplés A, B, C, il faudra choisir parmi celles-là s'il y a des solutions qui sont croissantes et qui admettent une limite finie en plus l'infini. Là, on pourrait déjà se poser cette question, est-ce que cette fonction est croissante? Est-ce qu'elle admet une limite finie en plus l'infini? On va se poser toutes ces questions-là à la fin de la résolution, donc je ne le fais pas immédiatement. Si on n'a qu'une seule solution, il faut espérer que cette solution soit croissante strictement et qu'elle admette une limite finie. Si ce n'est pas le cas, c'est que notre modèle ne convient pas et qu'il va falloir changer de modèle. Donc on va passer maintenant à la résolution de ce système. On va commencer par s'intéresser à la première équation, donc je l'ai simplifiée avant. On obtient juste c moins a égale 100. Ça veut dire que c est égal à a plus 100. Donc on va pouvoir écrire c est égal à a plus 100. Et on va pouvoir finalement utiliser ici la méthode par substitution et substituer c par a plus 100 dans les deux égalités suivantes. Donc j'ai a plus 100 moins a exponentielle moins 3b qui est égal à 120.
et a plus 100 moins a exponentielle moins 6b est égal à 130. Donc là, on va pouvoir simplifier le C et le 120 le 100 et le 120 pour avoir juste 20 à droite. Pareil ici pour avoir juste 30 à droite. Donc je garde ma première équation. C est égal à a plus 100. Et je vais pouvoir, donc, comme je vous l'ai dit, enlever les constantes, les mettre à droite et factoriser ici par a. Alors la factorisation par a n'est pas forcément triviale. Ici, il me reste 1a moins exponentielle moins 3b, qui vaut finalement plus que 20, vu que j'ai enlevé 100, j'ai retranché 100 de chaque côté. Pareil pour ici, j'obtiens a facteur de 1 moins exponentielle moins 6b est égal à 30. Maintenant que j'ai ces deux équations, je vais pouvoir substituer a. Alors soit, moi c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu une autre méthode. Vous isolez a, c'est-à-dire que a ça vaut 20 sur 1 moins exponentielle moins 3b, et vous substituez a dans la deuxième équation. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais isoler a dans les deux, et vu que j'obtiendrai deux expressions de a, je vais pouvoir égaliser ces deux expressions. Et je vais obtenir finalement, pour une première expression pour a, 20 sur 1 moins exponentielle moins 3b, et comme deuxième expression de a, donc ça c'est pour la première expression, et la deuxième expression, celle-là, elle va nous donner a qui vaut 30 sur 1 moins exponentielle moins 6b. Ce qui fait vraiment peur, a priori, vous sortez de termes, vous n'êtes pas forcément habitué à vous débrouiller dans ce genre de situation. Là, l'idée, c'est déjà de ne pas paniquer, c'est de chercher. La première modélisation avec la fonction exponentielle, la résolution du système est beaucoup plus délicate que pour le deuxième modèle. Donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Trouver un modèle peut-être plus facilement, mais si la résolution est plus délicate, plus compliquée, vous allez voir que si on modifie un peu le problème, la résolution devient très compliquée, alors qu'avec le deuxième modèle, ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est rester serein et se poser la question comment je peux essayer d'avancer. Donc là, on voit une inégalité de fraction, donc j'espère que vous pensez à faire un produit en croix. Et donc, je vais avoir 20 facteur de 1 moins exponentielle moins 6b, qui va être égal à 30 facteur de 1 moins exponentielle moins 3b. Alors là, je vais pouvoir simplifier finalement par 10, ici. Donc je vais enlever un 0. S'il veut bien écrire. Et je vais pouvoir développer. Je vais obtenir 2 à gauche, 3 à droite, et des expressions avec du exponentielle moins 3b, du exponentielle moins 6b. Alors, je vais tout passer à droite, parce que tout simplement, j'ai 2, j'ai 3, donc j'ai 3 qui est plus grand. Si je passe le 2 à droite, c'est-à-dire si j'enlève 2 de chaque côté, j'obtiens un nombre positif. Donc, je vais tout ramener dans le membre de droite, et donc je vais obtenir 1 tout à la fin. Mon exponentielle moins 6b, donc j'en ai 2 avec un moins devant, donc moins 2 exponentielle moins 6b, si je l'ajoute de chaque côté, ça va me faire 2 exponentielle moins 6b, et ensuite moins 3 exponentielle moins 3b, plus 1. Et là, vous vous dites, ben, c'est quoi cette équation? Comment je peux faire pour m'en sortir? Et c'est vrai que c'est délicat. Alors, sans aide, en terminale, vous ne pourriez pas le faire, on est obligé de vous donner un coup de main. En prépa, avec le temps, on va exiger de vous que vous sachiez trouver ça seul. Alors, avec le temps, ça peut être au deuxième semestre, hein, donc vous avez encore 4-5 mois devant vous pour arriver à prendre cette habitude. L'idée, c'est de comprendre que cette expression-là, que je vais noter grand X, alors je continue à utiliser ma notation, ce n'est pas la mienne, mais celle que j'utilise en tout cas, double point égal, alors si j'arrive à l'écrire, si j'appelle grand X exponentielle moins 3b, exponentielle moins 6b n'est rien d'autre que grand X au carré. Tout simplement parce que si j'écris exponentielle moins 3b au carré, ça va me faire exponentielle moins 3b fois 2. La propriété sur les puissances, ou plus simplement sur la fonction exponentielle, me donne finalement bien exponentielle moins 6b. Et donc j'obtiens l'équation suivante, après changement de variable, 2x au carré moins 3x plus 1. Et vous remarquez qu'on tombe sur une équation du second degré qu'on sait résoudre. Alors au bout d'un moment, c'est bien de savoir résoudre ces équations sans forcément passer par delta. Ici, on peut déjà chercher une solution évidente et 1 est solution évidente. Donc j'appelle grand X1 la première solution qui est 1.
Et j'espère que vous savez que le produit des racines x1 fois x2, ça fait toujours c sur a, c'est-à-dire chez nous 1 sur 2. Alors à quoi ça sert? Vu que x1 c'est 1, ça nous donne directement x2. Donc x2 est égal à 1,5. Donc on a deux solutions. Alors on va les traiter séparément. Si j'ai x1 qui vaut 1, ça veut dire, je vous rappelle que x c'est exponentielle moins 3b. Donc je cherche exponentielle moins 3b est égal à 1. Sauf que pour que l'exponentielle soit égale à 1, il faut que l'expression à puissance soit nulle. Ceci nous donne moins 3b égale 0, c'est-à-dire, je vais utiliser id_s, comme ça vous vous y habituez un petit peu, b est égal à 0. Or, b est égal à 0 est un problème chez nous, parce que dans notre fonction, b c'est le coefficient qui multiplie le seul endroit où on a notre variable t. C'est-à-dire que si b est égal à 0, notre fonction, elle devient finalement constante. Or, notre fonction, on sait qu'elle doit être strictement croissante. Donc, b égale 0 n'est pas possible. N'est pas solution de la modélisation. Attention, c'est une solution de notre problème, mais pas une solution de notre situation. Ensuite, deuxième situation, c'est quand x2 est égal à 1,5. Donc, x2 est égal à 1,5, donc j'ai exponentielle moins 3b qui est égal à 1,5. Et donc, si exponentielle moins 3b est égal à 1,5, je vais pouvoir simplifier mon exponentielle grâce à la fonction ln. Et donc, j'ai moins 3b qui va valoir ln de 1,5. Propriété de la fonction ln de a sur b, c'est ln de a sur ln de b, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2. Ou autre possibilité, c'est ln de 1 sur a qui vaut moins ln de a. Donc, ln de l'inverse, c'est l'opposé du ln, c'est-à-dire moins ln de 2. Et on voit ici que b est égal à ln de 2, le tout sur 3. Maintenant qu'on a b, on va pouvoir calculer a. Vu que a est égal à, je prends l'une des deux expressions, je vais prendre celle-là, qui est plus simple. Pardon, celle-là, qui est plus simple. Voilà. Et donc, a est égal à 20 sur 1 moins exponentielle moins 3b, c'est-à-dire moins 3 ln de 2 sur 3, ce qui va nous donner, après simplification par 3, 20 sur 1 moins exponentielle moins ln de 2, ce qui va nous donner finalement, alors exponentielle moins ln de 2, ça doit vous rappeler quelque chose. Alors soit vous dites, ah ben tiens, le moins ln de 2, je sais que c'est ln de 1,5, ce qui va me faire exponentielle de ln de 1,5, ce qui va me faire 1,5. Ou alors exponentielle de moins quelque chose, c'est 1 sur exponentielle du quelque chose. Exponentielle de moins t, c'est 1 sur exponentielle t. Donc ce qui va nous faire 20, comme ça j'utilise une autre formule, 1 moins 1 sur exponentielle de ln de 2. Or, exponentielle de ln de 2, ça fait 2. Ce qui va faire 20 sur 1 moins 1,5. 1 moins 1,5 qui va faire 1,5, divisé par 1,5, ça revient à multiplier par 2, ce qui va nous faire 40. Donc a est égal à 40, b est égal à ln de 2 sur 3. Maintenant, il nous reste c. Or, c est égal à a plus 100, donc c va faire 140. Donc on a nos trois valeurs, a, b et c. Maintenant, il va falloir qu'on vérifie que l'expression qu'on obtient valide nos contraintes. Alors nous obtenons, après avoir remplacé a, b et c dans notre expression, une fonction qui pourrait nous convenir, en tout cas a priori. F de t équivaut 140 moins 40 exponentielle moins t ln de 2 sur 3. Alors c'est une expression qui paraît compliquée peut-être pour les élèves de terminale, mais vous allez vous y faire. Ln de 2 sur 3 est un nombre comme un autre. En physique, vous avez déjà vu ce genre de choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, mais dans la charge du condensateur, vous avez du exponentiel moins t sur tau. Et dans ce cas-là, nous, notre b équivaudrait à 1 sur tau pour les physiciens. Et donc, tau serait égal à 3 sur ln de 2, et nous, on a b qui vaut ln de 2 sur 3. Et donc, maintenant, il faut qu'on vérifie deux choses. C'est la monotonie, donc la croissance, et ensuite la limite. Je rappelle que c'est la limite qui nous intéresse si le modèle est juste, s'il convient en tout cas aux contraintes.
Et donc pour la croissance, notre fonction est une expression d'une fonction dérivable par théorème général. Hein, c'est des produits de quotients et de sommes et de composés de fonctions qui sont dérivables. Donc la fonction f reste dérivable. Vous n'êtes pas forcément habitué à faire ça en terminale. Sa dérivée, alors f' de t, donc on est face à une différence. La différence, donc on dérive chaque terme. Dérivée de 140, c'est 0, je vais l'écrire, moins. Là, on est sous la forme k exponentielle de quelque chose, donc k fois u. La dérivée de k fois u, c'est k fois u', donc je garde le 40. Et maintenant, je dois dériver exponentielle moins t ln de 2 sur 3. Alors, vous savez en terminale, dérivée exponentielle ax. Dérivée d'exponentielle ax ou exponentielle at, c'est a fois exponentielle ax ou at. C'est-à-dire le coefficient qui multiplie t, c'est-à-dire moins ln de 2 sur 3, sort du trait de fraction, de notre exponentielle, fois exponentielle moins t ln de 2 sur 3. Et là, on est content parce que moins, moins, ça fait plus. Ln de 2 est positif, hein, parce que la fonction ln, au cas où vous ne l'avez pas en tête, pour 2, elle est strictement positive. Donc ln de 2 est positif, ln de 2 sur 3 est positif, fois 40 reste positif, exponentielle est toujours strictement positive, et donc par produit de nombres strictement positifs, f' de t, pour tout t strictement positif. Donc, f strictement croissante. Et on est content. Maintenant, il faut vérifier encore que f admet une limite finie en plus l'infini. Alors si on s'intéresse maintenant à la limite, est-ce que c'est une limite finie? Et si oui, quelle est cette limite? Alors, on est de nouveau face à des fonctions de référence. La limite d'une différence, c'est la différence des limites, quand les limites existent, et ne sont pas infinies. Donc là, on est face à 140, et qui va rester 140. La limite de moins 40 va rester moins 40. Il nous reste la limite de exponentielle moins t ln de 2 sur 3. Alors là, on peut faire un changement de variable. Je ne vais pas le rédiger, je vais le faire à l'oral, mais l'idée est la même. En prépa, au bout d'un moment, on n'oblige plus les élèves à faire un changement de variable dans telle situation. Si t tend vers plus l'infini, ln de 2 sur 3 étant positif, moins t ln de 2 sur 3 va tendre vers moins l'infini. Donc cette expression tend vers moins l'infini. Exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Moins 40 fois 0 va faire 0. Et donc la limite de f, pour gagner du temps, j'écris juste ça comme ça, ce que vous écrirez aussi en prépa de temps en temps. Limite de f en plus l'infini, c'est 140 et bien une limite finie. Et donc, on a bien trouvé un modèle d'une fonction qui est strictement croissante, qui passe par les 3 points, il faut encore le vérifier, hein, que f de 0 valide bien la contrainte f de 3, f de 6, qui admet une limite finie. Et donc, le sportif qui a eu ces 3 perfs au bout des 6 premières semaines peut espérer, après un long temps d'entraînement, atteindre les 140. Ce qui n'est pas dingue quand on voit les progrès en début. On passe de 100 à 120, puis de 120 à 130 en 6 semaines. On se dit, en fait, les progrès qu'on a fait en 3 semaines, les 3 semaines qui ont suivi, c'est les mêmes progrès qui nous attendent à l'infini. Donc ça peut être décevant. Alors, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du bilan, quand on fera le bilan des 2 modèles. Est-ce qu'il y a un modèle qui est meilleur qu'un autre? En fait, il nous faudrait des données pour savoir. Alors, avant de vous parler du second modèle, je vous ai représenté la fonction f qu'on a trouvée. On peut s'apercevoir qu'elle a l'air de passer bien par les 3 points. En tout cas, elle est strictement croissante si on l'a démontré, et on peut aussi remarquer qu'il y a une cohérence entre le graphe et la limite de la fonction f en plus l'infini qui est à 140. Donc voilà notre courbe de progression sur les, par exemple, 14 premières semaines. On verra tout à l'heure, tout à la fin dans le bilan, je vais donner la valeur effective que le sportif a eue au bout de 14 semaines, et on pourra voir si ce modèle est un modèle qui est cohérent avec ses performances sportives. Alors, je vous propose un nouveau modèle, cette fois-ci à base de la fonction inverse. Alors, l'idée est la suivante. Si vous avez la courbe de la fonction inverse en tête, vous obtenez une hyperbole, et on voit que les hyperboles ont un avantage, c'est qu'elles admettent bien une limite finie en plus l'infini. Là, le problème, c'est qu'on voit que la courbe, elle ne va pas dans le bon sens. Elle est décroissante, on cherche une fonction croissante. Donc, à nouveau, l'idée, c'est d'utiliser des transformations géométriques qui permettent, par exemple, d'inverser la courbe
et de lui faire une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, puis après de la remonter un petit peu, de la décaler vers la gauche. Et en faisant ça, on obtient finalement une transformation géométrique qui nous permet d'obtenir une courbe qui pourrait éventuellement passer par ces points. Et cette transformation géométrique, qui est en fait une généralisation de la fonction inverse, c'est ce qu'on appelle les fonctions homographiques, et qui à x associe finalement ax plus b sur cx plus d, avec a, b, c, d, 4 réels, pas forcément positifs, il y a juste c qui doit être différent de 0. Donc, l'idée de ces fonctions, c'est qu'elles vont généraliser des fonctions inverses, donc elles vont décaler les courbes des fonctions inverses, les déformer un petit peu, potentiellement les inverser par rapport à l'axe des abscisses, et avec un petit peu de chance, vous voyez que là on a 4 paramètres, on va pouvoir avoir une fonction qui passera par nos 3 points. Alors, une petite précision, quand on a notre expression f de x qui vaut ax plus b sur cx plus d, je peux tout simplifier par c comme c différent de 0, et j'obtiens finalement, je divise tout par c, donc j'obtiens a sur cx plus b sur c sur x plus d sur c. Et donc si j'appelle a sur c a', b sur c b', d sur c d', j'obtiens une nouvelle expression avec un paramètre de moins. Alors on peut se dire de nouveau on est content, on a 3 contraintes, 3 paramètres, ça nous suffit. Et donc finalement, ici on a l'impression que les fonctions homographiques sont paramétrées par 4 paramètres. En réalité non, 3 suffisent. Et donc au lieu de les appeler a', b' et d', on va tout simplement les appeler ABC. Et je vous propose donc la fonction qui a x associe ax plus b sur x plus c. Alors pour l'instant je les définis en x parce qu'on est dans les fonctions, mais on va les définir en t, pour que ça nous donne de nouveau, que ce soit cohérent avec notre sujet, vu que nous, on dépend du temps. Donc nous, on va proposer f de t qui vaut at plus b sur t plus c, avec abc, 3 réels, pas forcément positifs cette fois-ci. Avant, j'avais joué avec les signes pour nous assurer de la positivité. À nouveau, c'est une modélisation qui est loin d'être simple, c'est moi qui vous l'ai faite, et parce que je savais ce que je faisais. Mais ici, donc, on reste beaucoup plus large, on cherche 3 valeurs de abc, peut-être qu'elles seront positives, on verra bien. Alors si on reprend nos contraintes, donc je vais réécrire f de t qui vaut at plus b sur t plus c. Je reprends f de 0 qui vaut 100, donc f de 0 qui va faire a fois 0, donc 0, plus b sur 0 plus c, donc j'ai b sur c qui vaut 100. Puis je prends f de 3 qui va nous faire 3a plus b sur 3 plus c, donc 3a plus b sur 3 plus c égale 120. Et la même chose pour f de 6 qui vaudra 130, donc 6a plus b sur 6 plus c. Donc notre problème, on cherche d'abord à ce que la courbe passe par des 3 points, on verra ensuite si on a plusieurs courbes ou une seule, et si elle est croissante strictement, et si de nouveau elle admet une limite finie. Le même principe qu'avant. Donc maintenant, ça revient à résoudre ce système. Ce système, vous allez voir, est beaucoup plus simple à résoudre que le premier, même si peut-être qu'il n'a pas l'air si simple comme ça. Donc à vous de voir, soit vous dites je mets la vidéo en pause et j'essaie de le résoudre moi-même. En tout cas, vous verrez qu'il n'y a pas besoin de changement de variable comme on a pu le voir précédemment. Et donc, première équation, b sur c égale 100, ce qui veut dire que b est égal à 100c. Et donc, je vais pouvoir remplacer b par 100c dans mes deux autres équations, méthode par substitution. Donc, j'ai 3a plus 100c sur 3 plus c, qui va être égal à 120. Et j'ai 6a plus 100c sur 6 plus c cette fois-ci, qui vaut 130. Maintenant que j'ai mon système, ici à nouveau, je dois pouvoir penser à un produit en croix. Ici, c'est 120 sur 1, 130 sur 1. Et donc, j'obtiens le système suivant, B qui vaut 100C, toujours pareil. Et je fais mon produit en croix. Donc, j'ai 3A plus 100C fois 1, qui va être égal à 120 facteur de 3 plus C, c'est-à-dire 360 plus 120C. Si je vais vite, vous mettez sur pause, vous faites vous à la main et vous regardez si ça correspond. À nouveau, le produit en croix, donc 6a plus 100c fois 1, donc j'ai 6a plus 100c qui va être égal finalement à 6c fois 130. Alors 6c fois 130, 6 fois 130, 6 fois 600, 6 fois 30, 180, ce qui va faire 780
plus 130c. Maintenant qu'on a ce système, on va pouvoir simplifier un petit peu notre système dans les équations 2 et 3. Donc b est égal à 100c, ça ne change pas. On s'en servira tout à la fin. Ici, on voit que j'ai 100c, 120c, donc je vais pouvoir simplifier. Donc je vais obtenir plus que 20c. Donc si je passe mes inconnus à gauche et mes constantes à droite, comme vous le faisiez a priori au lycée, on obtient 3a moins 20c qui va être égal à 360. Et pour la deuxième équation, c'est un a ici, pardon. J'obtiens 6a qui ne change pas. Et cette fois-ci, j'ai 100c et moins 130c, ce qui va faire moins 30c est égal à 780. Maintenant, vous voyez que vous avez des coefficients devant chaque expression. On pourrait essayer de simplifier ici par 3, ça marcherait très bien. Ce ne serait pas très judicieux ici parce qu'on obtiendrait 2a et la méthode par substitution ou par combinaison, par substitution n'aboutirait toujours pas. On n'aurait toujours pas un coefficient avec une variable avec un 1 devant. Donc on serait obligé d'avoir des fractions et vraiment la méthode par substitution avec des fractions est à proscrire. Dans ce cas-là, on fait la méthode par combinaison et on voit qu'on a juste à multiplier la deuxième équation par 2 pour obtenir le même coefficient en A. Et donc si je fais la troisième équation, si celle-là je l'appelle E3, E2 et E1, je vais faire E3 moins 2 fois, E2, ce qui va me donner 6a moins 2 fois 3a, ce qui va me faire 0a, moins 30c moins 2 fois moins 20c, attention, moins 2 fois moins 20c, ce qui va faire plus 40c, 40c moins 30c, ce qui va me faire 10c, va faire 180 moins 2 fois 360, 2 fois 360, ça fait 720, 780 moins 720, ce qui va me faire 60. Et j'obtiens donc 10c qui vaut 60, c'est-à-dire c qui vaut 6. Et maintenant que j'ai c qui vaut 6, j'ai b, donc b qui va faire 600. Et maintenant que j'ai c qui vaut 6, je vais pouvoir remplacer par exemple ici c par 6. Et donc j'ai 3a qui va valoir 360 plus 20 fois 6, donc plus 120. 120 plus 360 qui va me faire 480. Et 480 divisé par 3, A qui va me faire 160. Et j'obtiens donc comme expression f de t qui va valoir A, c'est-à-dire 160 t plus 600, ce qui est la valeur de b, sur t plus 6. Alors, je n'ai pas fini, on va devoir vérifier de nouveau que la fonction est strictement croissante et qu'elle a bien une limite finie en plus l'infini. On va pouvoir comparer les limites obtenues dans le deuxième modèle avec celles obtenues dans le premier modèle. Alors, on va vérifier maintenant la monotonie. Donc, est-ce que la fonction f est bien croissante? Alors, notre fonction f, alors ici, j'écris f de x, mais c'était f de t, on peut remplacer x par dt. Notre fonction est une fraction rationnelle, c'est une fraction de fonctions affines qui sont dérivables, donc restent dérivables. Donc f' de x qui va être égal, on est sous la forme u sur v. Alors pour des fonctions si simples, on ne pose plus e égale, v égale. Alors si vous le faites encore au début, vous pouvez, mais au bout d'un moment, il faut quand même rapidement arriver à éviter ce genre de lenteur. Le concept de rapidité est un concept important, donc il ne faut vraiment pas le prendre à la légère et arriver à progresser au cours des premiers mois de sup pour devenir un peu, disons, se mettre à niveau en termes de calcul. Et donc f' de x, je vais rester en x vu qu'il y a du x, f' de x qui va faire donc u'v moins v' sur v au carré, u', donc la dérivée de 160x plus 600, ce qui va faire 160, donc 160 fois v x plus 6, moins 160 x plus 600 fois la dérivée de x plus 6 qui fait 1. Je l'écris. C'est vraiment un conseil que je vous ai déjà donné dans plusieurs vidéos. Écrivez
quand vous remplacez dans une formule, ne faites que ça. Vous simplifiez derrière, même s'il y a des fois 1. C'est bien de mettre, je vous ai parlé de lenteur avant, faire un fois 1, ce n'est pas une lenteur. Poser U égale V égale U prime, U prime égale V prime égale, ça c'est de la lenteur, parce que là, vous écrivez 40 symboles. Là, vous en écrivez 2. Si ça peut vous éviter de perdre du temps quand vous faites une vérification en disant « Ah, maintenant, j'ai oublié de multiplier par V prime et d'avoir un coup de stress », là, vous écrivez votre x1, vous êtes content. Maintenant, vous pouvez dire ben, « Le x1, il ne sert à rien, c'est comme si je l'enlevais. » Et donc, j'obtiens finalement 160x moins 160x qui va se simplifier. Il va me rester 160 fois 6 moins 600. 160 fois 6, on refait 100 fois 6, 600. 60 par 6, 360. 600 plus 360, 960. Et donc, on a 960 sur x plus 6 au carré, qui est strictement positif. Donc, notre fonction est strictement croissante. Strictement. Donc on est content. Maintenant, il faut vérifier que f admet bien une limite finie. Si vous regardez un petit peu la limite a priori, ce qui est toujours à faire, pour remplacer, vous vous dites, ben, tiens, que se passe ici, x tend vers l'infini, 160x va tendre vers l'infini, plus 600 va tendre vers l'infini, x plus 6 va tendre vers l'infini, on a une forme indéterminée, infini sur infini. Dans ce cas-là, vous devez avoir l'habitude, factoriser par le plus grand, et on écrit f de x qui va valoir finalement, c'est x le plus grand, et donc x, facteur de 160 plus 600 sur x, sur x facteur de 1 plus 6 sur x. Maintenant qu'on a fait ça, on peut simplifier par x et se reposer la question, quelle est la limite a priori? 600 sur x tend vers 0, 6 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, et donc il va me rester 160 sur 1, c'est-à-dire tend vers 160 en plus l'infini. J'écris comme ça, je n'écris pas x tend vers plus l'infini. Et donc notre fonction admet bien une limite finie qui vaut 160. Et donc vous voyez qu'on n'obtient pas la même limite qu'avant. Avant, on avait obtenu 140 comme limite, ici 160. Alors le sportif, il peut se dire, ben, tiens, moi je préfère le deuxième modèle, il me fait avoir des perfs plus importantes. En réalité, ce n'est pas le sportif qui va choisir le modèle, ce sont les statistiques qui vont nous donner, et l'avenir qui nous dira finalement quel est le modèle qui était le plus proche de la réalité. Ça reste qu'un modèle, hein, ce n'est pas de la prévision de l'avenir, ça reste qu'un modèle. Alors voici la courbe de la deuxième fonction. Donc on peut remarquer qu'a priori elle a l'air de passer par les 3 points qu'on considérait. Elle reste bien strictement croissante et on voit qu'elle dépasse les 140 à partir de la 12e semaine à peu près. Est-ce que c'est exactement la 12e semaine ou pas? Ça c'est un autre problème. Et donc on obtient un autre modèle avec une nouvelle courbe. Maintenant il vient l'heure du bilan et dans le bilan on va pouvoir représenter les deux courbes pour voir finalement, alors j'ai allongé le temps, c'est-à-dire que j'ai représenté plus de semaines pour voir à long terme ce qu'on allait obtenir. Vous voyez que la limite de la deuxième fonction, la fonction rouge, celle du modèle de la fonction inverse, est égale à 160 et que même après 100 semaines, on n'est pas encore tout à fait à 160, alors que le modèle avec la fonction exponentielle converge beaucoup plus vite vers sa valeur finale. Alors, vous savez que normalement, pour la croissance de la charge d'un condensateur, au bout de 5 taux, on est proche de la valeur limite. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben là, on revoit 5 taux, on va réobtenir, taux, c'était alors 3 sur ln de 2. 3 sur ln de 2, on peut faire le calcul, je ne l'ai pas fait de tête, et on pourra voir si 5 taux, ça doit faire à peu près 4. Et si 5 taux, ça fait bien à peu près 20. On voit qu'au bout de 20 semaines, on arrive à peu près à 140. Et donc, on voit que les deux modèles ne sont pas tout à fait identiques. On passe bien par les 3 points, sont bien strictement croissants, mettent bien une limite finie tous les deux, mais par contre, ne génèrent pas les mêmes performances. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, que se passe-t-il pour pouvoir choisir le meilleur modèle? Il nous faut des valeurs supplémentaires. Et donc, l'idée, c'est de se dire, au bout de 14 semaines, on va regarder quelles sont les performances. Et au bout de 14 semaines, les performances étaient à 145. Et on voit que, du coup, le premier modèle sur la fonction exponentielle, qui n'atteint jamais les 140, donc qui n'atteindra jamais les 145, tombe à ce moment-là et n'est plus valable. Alors qu'au bout de 14 semaines, qui est à peu près ce point ici, si vous regardez ici, on peut se rapprocher à peu près de 145. Donc le deuxième modèle a l'air d'être plus cohérent avec les performances du sportif.
Donc le sportif, en voyant ça, peut se dire, ben, tiens, par contre, au bout de 2 années, 52 semaines par an, donc 104 semaines pour faire 2 ans, au bout de 2 années d'effort, eh ben, on arrivera à peu près à 158 ou 156 en performance. Et atteindre les 160 va être vraiment compliqué. En tout cas, vous voyez, l'idée de la modélisation, c'est de proposer finalement des perspectives aux sportifs. Ça peut leur donner un petit peu de courage. Pour l'entraîneur, ça peut aussi se dire, ben, tiens, ben, voilà, maintenant pour ce sportif, je vois quels sont ses perfs. J'ai un deuxième sportif, je ne sais pas qui choisir pour les JO, pour le championnat de France, peu importe. Eh ben, je vais faire des modélisations et je vais regarder celui qui est le plus prometteur. Bon, c'est difficile au début, un qui a commencé plus tard que l'autre, qui n'a pas les mêmes perfs au début. C'est difficile de savoir finalement qui va être le meilleur, mais avoir des modèles qui sont fiables. Alors, c'est quoi un modèle fiable? C'est une autre question, mais avoir des modèles fiables, ça peut être intéressant. Bon, j'espère que cette vidéo de décrassage de début d'année vous a plu. Alors, commencez pas à craindre, L'idée, c'était pas que vous trouviez les modèles, c'était que vous arriviez à résoudre les systèmes, à vérifier que les contraintes étaient valides, trouver les limites, trouver les dérivés et leurs signes. Ça, c'était vraiment les acquis de base. Et l'idée, c'était aussi de vous faire chercher et de vous faire travailler une compétence mathématique que vous travaillez très peu au lycée, qui est la modélisation pure. C'est-à-dire, on vous donne une situation et c'est à vous de trouver des modèles qui soient valables. Donc voilà, courage à vous, bonne rentrée à tous et à très bientôt.